Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette table ronde organisée par la Massif. Alors avant toute chose, permettez-moi de me présenter, je m'appelle François-Xavier Canova et je mènerai avec beaucoup de plaisir les échanges qui vont suivre. Alors rappelons dans un premier temps que depuis plus de 20 ans, la Massif agit sur les territoires en tant qu'assureur préventeur pour donner au grand public les moyens d'apprendre à prévenir et à anticiper au maximum les risques et les aléas du quotidien. En contribuant à transmettre les bons gestes, eh bien, la Massif accompagne chacun à être acteur de sa sécurité, de sa santé et de son bien-être. Elle a notamment à cœur d'accompagner les familles qui s'agrandissent avec des solutions et des conseils adaptés. Et c'est bien là tout l'objet de cette 3e édition des soirées jeunes parents. Parents donc, futurs parents également, nos experts vont répondre à toutes les questions que vous vous posez et vous donner évidemment des clés et des conseils très concrets qui vous permettront bien d'une part d'agir au mieux dès la grossesse sur la santé et sur le développement de votre enfant, qui deviendra bien sûr par la suite un adulte épanoui et plein de vie, mais aussi de favoriser votre bien-être à vous, parce que oui, ça aussi, c'est essentiel. Bref, des infos fiables, des infos bienveillantes, dans l'écoute et le partage, bien évidemment, loin des réseaux sociaux, qui peuvent biaiser nos perceptions, évidemment, et nous induire en erreur, voire parfois, on ne va pas se mentir, un petit peu nous culpabiliser. Ceci étant dit, le lien parent-enfant, les émotions de bébé, la place du papa et de la maman ou encore le risque d'épuisement. Voilà donc tous les sujets que nous allons aborder pour vous en lien avec la période des 1000 premiers jours. Mais qui sont nos experts qui sont avec moi aujourd'hui? Eh bien justement, je vous propose de les applaudir. Ils me rejoignent tout de suite en plateau. Bonsoir à tous les 4. Merci de votre présence. Je vous laisse vous installer confortablement pour échanger ensemble. Avec moi aujourd'hui, Nathalie Cassovi-Carini. Bonjour Nathalie. Alors, merci beaucoup Nathalie d'être avec nous. Alors Nathalie, vous êtes fondatrice et déléguée générale de l'association Ensemble pour la petite enfance, également membre de la commission gouvernementale des 1000 premiers jours et co-autrice avec Boris Cyrulnik du livre Là où tout commence, les 1000 premiers jours. Merci d'être avec nous Nathalie. Avec nous également Natacha Goubet. Bonsoir Natacha. Vous êtes facilitatrice d'ateliers 1000 jours et coach en parentalité chez 1001 parents. Avec nous également Jean-Louis Nandrino. Bonsoir Jean-Louis. Professeur de psychopathologie à l'Université de Lille, directeur du laboratoire de sciences cognitives et affectives scalables du CNRS et expert aussi des émotions chez l'enfant. On va en parler avec vous. Et puis avec nous Cédric Rostin, créateur du podcast Papatriarcat, également auteur du livre Tu vas être papa. Un grand merci à tous les 4, vraiment d'avoir accepté notre invitation. Le lien entre les parents et l'enfant ainsi que le développement du bébé vont donc bien évidemment être les pierres angulaires de nos échanges. Nathalie, je vais commencer avec vous. Avant toute chose, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressée à cette période des 1000 premiers jours et qu'est-ce qui se passe justement pendant ces 1000 premiers jours ? Alors c'est une période fascinante quand je vois le bébé qui est avec nous, qui était. C'est vraiment pour lui qu'on intervient et qu'on réfléchit. Alors c'est un groupe interdisciplinaire, hein, parce que évidemment tout est lié. La pédagogie, la psychologie, les neurosciences. C'est vraiment cette période qui démarre avant la naissance. Presque certains pays la situent au moment du premier d'enfant, jusqu'à environ la fin des 2 premières années. Et c'est cette période où l'impact environnemental a le plus d'influence sur le développement. Ces 1000 premiers jours, c'est une période sensible, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et tout ce qui va se passer dans l'environnement d'un bébé va avoir de l'importance. Donc agir tôt, intervenir au plus près des besoins du bébé, bien sûr, parce qu'il tout seul, il n'existe pas, ce bébé. Eh bien, c'est fondamental pour toute sa vie parce que ça va constituer le socle de cette maison qu'on va bâtir. On va petit à petit poser des pierres sur le développement et bâtir cette maison pour que le développement soit le plus harmonieux possible. Donc, c'est à la fois une période de fragilité et de grandes promesses pour toute la vie parce que le cerveau est très, très malléable. Et ce bébé, il va apprendre à une vitesse considérable. Je crois que c'est 36 milliards de neurones qui sont déjà présents dans le cerveau d'un bébé à 6 mois in utero. Ouais. Et chaque nouvelle expérience sensorielle, déjà dans la paroi utérine et après à la naissance, évidemment, le bébé apprend par ses 5 sens, va constituer tout un panel déjà de sensations qui vont s'engrammer dans sa mémoire et qui vont permettre, par la répétition, de bâtir des premières compétences. Donc ces premiers 1000 jours
grâce à cette plasticité cérébrale, est une période unique dans notre vie. Évidemment, on apprend toute la vie, mais pendant ces 1000 premiers jours, je crois que c'est plus de 1000 nouvelles connexions neuronales qui s'établissent dans le cerveau d'un bébé. Et ça, c'est fascinant à suivre. Et il y a besoin d'une équipe pluridisciplinaire pour comprendre vraiment ce qui s'y passe. On va y revenir, évidemment. Donc, vous diriez que c'est le socle qui permet de construire l'enfant, mais finalement aussi pour sa vie d'adulte. C'est vraiment les bases. Absolument. Cela dit, il n'y a pas de déterminisme. Rien n'est figé dans le développement. Tout ce qu'on a constitué, et si on n'a pas tout bien fait, on rassure tout de suite les parents et les professionnels. Il n'y a pas de parent parfait, il n'y a pas de professionnel qui ne fait pas, qui n'hésite pas ou qui n'a pas de doute, et heureusement. Il n'y a pas de déterminisme, parce qu'en même temps, le cerveau est très malléable et réversible, et qu'il y a des choses qui sont réparables. Et merci beaucoup Nathalie. Alors l'association Ensemble pour la petite enfance que vous avez créée en 2016 précisément, c'est devenu aujourd'hui, on peut le dire, le centre de référence en France en matière de ressources au sujet du développement de l'enfant. Vous faites également partie de cette fameuse commission 1000 premiers jours qui a été lancée en septembre 2019, si je ne dis pas de bêtises. Cette commission, elle regroupe un panel d'experts de la petite enfance sous la présidence du neuropsychiatre Boris Cyrulnik, qu'on connaît très très bien. Et en 2020, eh bien, cette commission elle a remis un rapport très détaillé au gouvernement. En un mot, Nathalie, c'est quoi le rôle de cette commission et quelles sont les avancées justement précisément qui ont découlé de ce rapport? Alors, on a travaillé bénévolement pendant 7-8 mois. On s'est réunis tous les mois au ministère pour travailler ensemble en interdisciplinarité. La première commande du gouvernement, c'était de constituer un consensus scientifique international sur les dernières recherches en matière de développement de l'enfant. On voulait vraiment savoir ce qu'il en était de l'attachement, des compétences sociales, de tout ce qui est impact environnemental aussi sur le développement de l'enfant, tout ce qui va influencer sa trajectoire, comment aussi on peut accompagner les professionnels de la petite enfance, etc. Et puis la deuxième intention, c'était vraiment de créer ce parcours dès la prévention précoce et d'essayer de trouver des solutions aux trous dans la raquette, parce que dans notre système de santé, il y a encore de la fluidité qui n'est pas là. Il manque évidemment des éléments, et de réfléchir ensemble sur ce qui manque pour mieux accompagner et les professionnels et les parents et la trajectoire de tous les enfants. Et puis, il y a des grandes recommandations qui sont sorties, et notamment la Maison des 1000 premiers jours qui a fait consensus et qui permet d'accompagner en prévention précoce tous les parents avant même l'arrivée, enfin les futurs parents, donc avant l'arrivée de leur bébé. Mais c'était déjà de réfléchir ensemble sur ce qui est pour nous aujourd'hui, à la lumière de la recherche internationale, qu'est-ce qu'est ce développement de l'enfant et comment on peut l'accompagner au mieux. Et pour compléter dans les actions, d'ailleurs, je crois qu'il y a une évolution du congé paternité, l'entretien périnatal aussi, ce genre de choses. Oui, alors ça c'est vraiment le sujet que j'ai coordonné. Le congé paternité, on était très en retard dans un cadre d'harmonisation européenne et par rapport à des pays beaucoup plus avancés. Donc ça, j'ai coordonné ce sujet avec deux personnes en Norvège, 2 spécialistes en Norvège et au Québec qui nous ont très très bien accompagnés, et ça a permis le vote de la loi et l'augmentation du congé paternel de 11 à 28 jours depuis le 1er juillet 2021. Et puis le deuxième sujet que j'ai pu coordonner, c'est celui de la formation des professionnels de la petite enfance, parce que là aussi on a vraiment besoin de mettre à jour toutes nos connaissances. C'est d'ailleurs leur demande pour accompagner au plus juste les enfants en connaissance des derniers développements scientifiques, pour ne pas rater des chances et vraiment agir sur leur santé globale. Et très rapidement, Nathalie, est-ce qu'il y a des travaux en cours en ce moment sur les 1000 premiers jours? Oui, il y a des travaux en cours. En particulier l'essaimage de ces maisons de prévention précoce des 1000 premiers jours, et puis les sages-femmes REPAP aussi, le début du parcours, essayer de trouver un professionnel de santé qui soit référent sur l'ensemble du parcours des familles, parce que l'isolement, on sait bien, c'est un mal qui s'est considérablement aggravé depuis la crise du Covid. Ouais. Et les familles ont besoin aussi d'un référent qui soit, comme le facilitateur des maisons des 1000 jours, qui soit un professionnel stable sur leur parcours.
Alors justement, vous parlez des maisons des 1000 jours. Vous accompagnez le déploiement justement de ces maisons sur le territoire français avec votre association. Question un peu fourre-tout, si j'ose dire, pardonnez-moi l'expression, mais combien on en trouve en France aujourd'hui? Comment est-ce qu'en tant que futur parent, en tant que parent, je peux y accéder? Et finalement, quel type d'aide je vais pouvoir y trouver? Alors, pour l'instant, il y a 45 maisons en cours de développement. Et la première d'entre elles a ouvert La première à Arras. d'entre elles est à Arras. Elle a ouvert en novembre 2021, c'est ça, de mémoire? Oui, ça fait 2 ans qu'on mesure des impacts, notamment sur la dépression du postpartum, et qui a considérablement baissé, à peu près 97% dès la 3e, 4e séance du groupe. Les familles sont adressées par les sages-femmes dans les maternités, mais aussi la PMI. Et on regroupe 10 familles qui vont rester les mêmes dans le même groupe pendant les 1000 premiers jours, à partir de l'entretien prénatal précoce, c'est-à-dire à peu près au 3e, 4e mois, et pendant toute la durée des 1000 premiers jours. Et l'idée, c'est vraiment ce que nous décrit Boris Cyrulnik, c'est-à-dire du bavardage. On se retrouve à cadence régulière, 2 fois par mois, dans une pièce qui s'installe à la PMI. Ça peut être une maison des 1000 jours à part entière, mais à la crèche, à la maternité, dans un centre social, là où est le besoin. Avec un facilitateur, hein, c'est ça? Avec un facilitateur qui est très très formé au développement de l'enfant, soit qui a suivi le DU 1000 jours, soit qui est venu se former à l'association pendant 10 jours. Et cette formation permet de très bien connaître le développement de l'enfant et d'accompagner la famille dans toute sa dimension. Et l'idée, c'est vraiment de se poser là, sans conseil. Mais la pérédance entre les familles est très importante parce que ça va aider le groupe à aborder des thématiques communes, puisque les futurs bébés vont arriver, ils vont avoir le même âge dans le groupe. Et évidemment, les préoccupations parentales vont être à peu près similaires en fonction de l'âge de l'enfant. Et le facilitateur est là pour partager en fait des connaissances très à jour sur le développement et agir en prévention précoce. Donc là, les mesures d'impact sont vraiment très, très prometteuses. Alors, la région pilote, c'est les Hauts-de-France. Bravo les Hauts-de-France. La première maison est à Arras, puis à Béthune, et puis dans 5 communes en cours. Et ce sont les sages-femmes et les PMI qui propose ce service qui est gratuit. C'est ce que je vais effectivement vous demander. Qui est gratuit pour l'ensemble des familles. On le précise, c'est important, effectivement. Le service est gratuit. Nathalie, vraiment en un mot, si vous deviez dégager un grand défi dans la société d'aujourd'hui en termes de parentalité, bien sûr, ce serait quoi? Je pense que ce serait le défi de rompre l'isolement. Corrigez-moi si je me trompe, mais que il faut tout un village pour élever un enfant. Que l'enfant a besoin de 6 à 8 figures d'attachement, c'est ça? Exactement. Alors ça, on le décrit bien dans le livre avec Boris Cyrulnik. 6 à 8 personnes de confiance, de tiers de confiance autour d'une famille vont permettre de passer le relais aussi. Quand on a un jeune bébé, c'est pas facile tous les jours, on a parfois besoin de répit. Bien sûr. Et 6 à 8 personnes suffisent tout à fait pour un parent, pour développer ses compétences parentales et pour un bébé d'aller bien. Et puis, il y a aussi les professionnels, figurez-vous. Et nous avons des professionnels qui les représentent ce soir. Natacha Goubet, notamment. Bonsoir, Natacha. Enfin, rebonsoir. Votre accompagnement, Natacha, expliquez-nous. En quoi il consiste exactement ? Alors, cet accompagnement, j'ai envie de rebondir sur le fameux village, le proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Cet accompagnement, c'est la maison d'à côté à laquelle on va aller frapper quand on se sent un peu tout seul ou démuni, et à laquelle il ne faut vraiment pas hésiter à aller frapper pour aller chercher un conseil, un accompagnement, de l'aide, tout simplement du soutien, de la bienveillance, de l'écoute. Ça peut être un proche. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, mais ça peut être également un professionnel de santé, un professionnel de la petite enfance, un professionnel social. L'idée, c'est vraiment dans l'accompagnement de créer une espèce de maillage, une communauté autour des futurs et jeunes parents pour qu'à aucun moment du parcours, qu'ils se sentent bien ou mal dans ce parcours, ils ne se sentent seuls. Parce que même quand ça va bien, il faut être entouré pour partager les petites réussites, les progrès. Donc c'est vraiment cet accompagnement communautaire où on doit pouvoir développer cette fameuse pérédance entre parents
entre papa, entre maman, entre coparents, et pouvoir partager des petits tuyaux parfois très pratiques sur le sommeil, la fatigue, la gestion des courses, et parfois un petit peu plus philosophiques sur redevenir un couple, savoir prendre du temps pour soi, s'affirmer, dire non. Natacha, donc vous serez un petit peu notre Madame Conseil pratique. C'est ça. De cette table ronde, on peut le dire. En tout cas, on a hâte effectivement d'avoir votre rapport encore plus matérialisé dans le cadre de nos échanges. Nous avons donc notre Madame Conseil pratique et nous avons, je vous le disais tout à l'heure en plateau, notre docteur S émotion, si je puis dire, Jean-Louis Nandreno. Alors Jean-Louis, justement, parlons-en. C'est quoi une émotion tout d'abord, pour bien contextualiser ? Alors, on en parle beaucoup, c'est dans notre langage quotidien. Je prends souvent l'exemple, on se met en situation science-fiction, un humain qui aurait une lecture monochrome, le monde qu'il verrait en une seule couleur. On aurait des difficultés à voir vers quel espace de l'environnement aller. Ouais. Et l'émotion, ça va me permettre justement d'avoir un monde coloré, avec des endroits qui s'activent, la nouveauté, les choses chargées qui m'intéressent ou au contraire qui m'inquiètent. Et donc, on va imaginer un monde dans lequel, le terme qu'on va utiliser, nous, c'est science, une science émotionnelle. C'est quoi une science ? Une science, c'est un endroit de l'environnement dans lequel je vais avoir une information nouvelle. D'accord. Un marqueur, en fait, vous diriez, c'est ça ? C'est un marqueur de mon environnement et qui va me dire, est-ce que finalement j'ai envie d'aller explorer cette situation ou au contraire de l'éviter. Donc dans un modèle qui serait un modèle approche-évitement, des choses qui vont me donner du plaisir, je vais y retourner, et des choses qui vont m'inquiéter, je vais essayer de les éviter, de m'éloigner. Et l'autre idée importante de l'émotion, c'est finalement c'est un phénomène qui est relativement complexe parce qu'il intervient à plusieurs niveaux. Il y a le cerveau qui traite des émotions, et il y a mon système neurovégétatif. Là, je parle, si je suis anxieux, je vais activer, je vais avoir la gorge qui se serre, etc. Et puis, je vais avoir du comportement. Finalement, j'ai un comportement qui est adapté, finalement, si j'ai envie de m'approcher, par exemple. Et puis, j'ai le sens que je vais donner, la dimension cognitive, le sens que je vais donner à la situation, qui va varier d'un individu à l'autre. Alors, Jean-Louis, les émotions, à partir de quand, concrètement, est-ce qu'elles apparaissent ? Est-ce que le bébé qui prend forme, déjà, j'allais dire, dans le ventre de la maman, il ressent déjà à ce moment-là des émotions ? Alors c'est une question aussi très importante. On a des études assez intéressantes qui avaient fait le buzz au cours de la grossesse, fin du 2e trimestre, et surtout au développement 3e trimestre de grossesse, où on voit déjà le bébé exprimer des réponses émotionnelles faciales. Okay. Alors, est-ce que ce sont des émotions ? Ce qu'on peut dire, c'est que le bébé déjà s'entraîne in utero à des expressions faciales émotionnelles. Puis ça veut dire qu'il y a déjà une compétence, en fait. Alors, il a une compétence. On peut dire qu'on c'est une compétence acquise sur le plan évolutif. Ouais. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est capable de différencier et de reconnaître et de mettre du sens sur ces états-là. Le bébé à 6 mois, par exemple, va pouvoir commencer à exprimer, on va le voir entre 1 mois et 6 mois, des expressions émotionnelles faciales, de la joie, du dégoût, plein de choses. Mais le fait d'exprimer, c'est une base, une compétence initiale, et qu'il va devoir développer dans les interactions futures. Ça veut dire que ça se base sur le sensoriel, notamment ? Alors, le sensoriel est vraiment important, puisque effectivement, au début, in utero déjà, et puis en fonction du développement progressif de ses capacités sensorielles, il faut vraiment penser, on l'a dit tout à l'heure, mais qu'on est dans du développement. Et donc, par exemple, sur le plan attentionnel, sur le plan sensoriel, le bébé va acquérir de nouvelles compétences, et en fonction de ça, augmenter ce qu'il est capable de reconnaître. Alors, le sens, le toucher, l'odeur, et l'audition. In utero, audition, le mouvement. Ça, c'est des éléments importants. La prosodie est quelque chose d'important. La prosodie, ça veut dire la voix de la maman qui intervient, que le bébé entend, c'est ça ? Tout à fait. Le voix et la musicalité, finalement, le rythme qui va être associé. Et on a aussi de belles expériences qui vont montrer qu'effectivement, il y a des réponses cérébrales, physiologiques du bébé différentes en fonction des sons familiers, de la prosodie. Il va reconnaître à 6 mois facilement des sons, des voix, des rythmes qu'il connaît. Donc ce qu'on comprend par là finalement, Jean-Louis, c'est que cette compétence émotionnelle, elle se matérialise très tôt. Si on devait cartographier ensemble la palette des émotions chez le nourrisson, ça donnerait quoi ? Et j'allais dire aussi, de quelle manière est-ce que cette fameuse palette, elle va se développer, en tout cas dans la phase des 1000 premiers jours ? Alors, la palette des émotions, là encore, c'est ce que je disais, c'est développemental. Je vais
dans les interactions que je vais développer avec mon caregiver, celui qui veut me donner de soins, donc le parent, mais ça veut être aussi l'environnement, plein de personnes autour du bébé, qui vont permettre, dans leurs interactions avec le bébé, de donner du sens à ce que le bébé est en train de vivre. Donc, ça veut dire que ma culture, mon histoire, ma façon de regarder le monde va avoir une incidence. Et ma capacité, moi, à reconnaître les émotions, par exemple, ou les compétences émotionnelles que le parent va avoir, vont guider cette connexion, cette synchronie avec le bébé. Et donc, cette palette des émotions, c'est pas simplement j'apprends comme si la tristesse, la joie ou la peur était quelque chose d'automatique. C'est bien quelque chose qui va se construire dans l'interaction avec le caregiver. Mais est-ce qu'il y a quand même des émotions de base, je dirais? Alors, comme tout à l'heure, dans l'exemple de l'expression faciale, chez in utero, on a chez le bébé des compétences de base. Ouais. Et ces compétences de base, qui sont effectivement un héritage, ils ne suffisent pas eux-mêmes. C'est-à-dire que pour que je les consolide, j'ai besoin de ces interactions et des compétences du caregiver qui va, lui, me guider dans la compréhension de ces informations. Plus le parent est capable de donner des informations riches, et plus il va être connecté au bébé, dans ce qu'on va appeler la synchronie, on va voir des images tout à l'heure, plus il est connecté aux réponses du bébé, et plus il va être en capacité de lui donner des compétences, lui, sur sa propre régulation. Alors j'entends, mais très très rapidement, est-ce qu'on peut distinguer d'ores et déjà des émotions, j'allais dire, un peu primaires, la joie, la colère, la tristesse Est-ce qu'un bébé, il a déjà ces émotions-là? Alors, sur la joie, très vite, ouais. Oui, on a effectivement des réponses de sourire du bébé qui apparaissent dès la naissance, mais c'est, encore une fois, c'est du sourire simple. Jusqu'à 1 mois, on a du sourire simple. Et puis, à partir de 6 mois, tu vas observer progressivement un sourire qui se complexifie, qui s'intensifie, avec des marqueurs faciaux, par exemple, qui sont plus importants, avec les joues, l'ouverture de la bouche. Donc, ces marqueurs-là sont plus importants. Et ça signifie qu'en fait, le bébé est de plus en plus connecté. C'est-à-dire que c'est un sourire qui n'est pas simple, qui n'est pas automatisé, mais c'est bien un sourire qui est intentionnel vers quelqu'un, et notamment à la mère, par exemple. Donc, on a bien quelque chose d'automatisé, et qui est progressivement intentionnel vers une interaction particulière. Et tu peux avoir la même chose sur la colère, par exemple, ou sur on va dire, les émotions négatives d'une façon générale, sur des choses qui sont douloureuses, qui sont embêtantes pour le bébé, et qui va le marquer. Mais est-ce que je peux encore différencier, par exemple, la colère, la peur, la tristesse? Cette différenciation-là, elle va progressivement se construire dans l'interaction, à partir des compétences maternelles. Et jusqu'à l'apprentissage du langage, bien évidemment, qui interviendra dans un deuxième temps. Tout à fait. Jean-Louis, vous parliez à l'instant de synchronie. Il y a un terme dont moi j'ai entendu parler, vous devez le connaître bien évidemment, c'est le mirroring. Je pense que c'est à peu près lié à ce que vous disiez. J'aimerais qu'on s'arrête un petit instant là-dessus, si ça vous va, parce que c'est vrai qu'on en entend souvent parler, mais en fait, le mirroring, c'est quoi ? Alors, le terme qu'on utilise aussi, c'est donc cette fonction miroir, un mirroring, ou une fonction réflexive. Bon, c'est comme si effectivement le bébé a besoin d'avoir en face de lui un co-régulateur qui va lui montrer et lui donner du sens à ce qu'il est en train de faire. D'accord. La synchronie, ça commence dès la naissance. On a même des hypothèses, certains vont défendre même que la synchronie, elle débute déjà in utero. Et elle est naturelle. Et elle est naturelle. Ça se met en place naturellement. Ça se met en place naturellement. Parfois, elle se dérégule et on a besoin de l'aider un peu. On va avoir des mamans ou des pères qui vont avoir du mal à justement se connecter. Et donc, on peut l'apprendre, ça s'apprend bien et tout va bien. Cette synchronie, c'est indispensable. J'ai besoin, dans un premier temps, d'avoir le support de co-régulation du parent pour progressivement réguler ce que je suis en train de vivre. Et cette synchronie, elle passe par ma capacité du parent à identifier les informations importantes, à les marquer, à se synchroniser de façon contingente, c'est-à-dire immédiatement. Et plus le parent est contingent et répond rapidement, et plus on voit en fait une efficacité de l'acquisition des compétences. Et puis, il faut qu'il soit stable aussi. Il faut que les réponses soient stables. C'est-à-dire que le parent répond de façon répétée, systématique sur la situation, et effectivement qu'il n'y ait pas des réponses désordonnées. Alors, ce fameux mirroring,
quel rôle est-ce qu'il joue dans le processus d'attachement de l'enfant à ses parents, Jean-Louis ? On le considère comme un précurseur. Ce qu'on a dit, c'est que finalement, cette synchronie, elle est immédiate et il en a besoin. Et donc, on le considère comme une des étapes de construction des phénomènes d'attachement. Pour aller vite, l'attachement, c'est une base de sécurité. C'est un port d'attachement. C'est mon port de ralliement. Oui, un port d'attachement. Ouais. Un port d'attache et d'attachement. Tout à fait. C'est ça, c'est joli, c'est très joli. Et c'est intéressant d'avoir cette image-là en tête parce que finalement, un attachement sécure, ça va permettre au bébé justement d'aller explorer. Et plus je suis sécure, et plus je peux explorer mon environnement autour de moi. Donc on a là des précurseurs qui vont du coup renforcer des réponses primaires d'attachement. Le bébé, il a des compétences d'attachement. Il peut pleurer, on se regarde. Donc le bébé va d'abord ne faites pas pleurer, Jean-Louis. Se connecter par le regard. Et par le regard, ça me permet d'être en lien et de pouvoir effectivement faire venir la personne. Si je pleure, ça permet aussi à mon caregiver de venir vers moi. Donc ces réponses-là, ce sont des outils dont dispose le bébé pour justement maintenir la proximité. Et donc, le caregiver, c'est un co-régulateur. C'est les premières expériences où j'apprends à être apaisé par un extérieur. Et quand j'y arrive pas, eh bien, j'utilise ce qu'on appelle des stratégies secondaires, c'est-à-dire que je vais soit inhiber, c'est-à-dire que si j'ai un caregiver qui a du mal à venir, eh bien, j'ai deux stratégies, soit j'évite et je fais plutôt des stratégies secondaires d'évitement, ou alors je vais surstimuler et je vais au contraire avoir des stratégies où je vais pleurer encore plus fort, je vais m'agripper à toi pour que tu t'en ailles pas. Et donc on a des stratégies secondaires qu'on va voir se développer aussi chez le tout petit avec un pic à 12 mois. En un mot, Jean-Louis, est-ce que l'attachement au papa et l'attachement à la maman, il est pareil ou totalement différent ? Alors, entre les premiers modèles théoriques d'attachement et ceux aujourd'hui, on a pas mal évolué. Et justement, il y a tout un ensemble d'études qui nous confortent sur l'idée qu'on va développer plusieurs types de modèles d'attachement. Okay. On va avoir un attachement maternel, on va avoir un attachement paternel. Et c'est vraiment intéressant que le bébé puisse disposer de plusieurs modèles. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors Cédric, juste avant de nous partager ton expérience un petit peu plus dans le détail dans un petit instant, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, justement, sur le rôle du papa en tant que coparent dans ce fameux processus d'attachement ? Comment toi, tu l'as vécu, ça ? Comment je l'ai vécu et comment est-ce que je le vis, d'ailleurs, très récemment. C'est ça. Je suis à nouveau papa depuis un mois et demi. On va en reparler, effectivement. En fait, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est justement que cette place, comme ce qui a été dit avant, c'est que on a cette place de figure d'attachement et surtout de donneur de soins, de caregiver, le mot anglais qui a été utilisé. Et ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, finalement, on s'en fiche un peu du genre, du sexe, etc. L'idée, c'est de prendre soin. Voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre soin et d'être disponible dans ces périodes si sensibles, que ce soit pour bébé, mais aussi pour maman. Vous voyez, là, d'ailleurs, au moment où je vous parle, ma compagne est en train de m'appeler alors qu'elle sait que je suis sur scène. Donc, c'est un peu inquiétant pour moi. Tu lui transmets nos amitiés, bien évidemment. Bonsoir, madame. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre soin. C'est de prendre cette place-là. Et on ne sait pas toujours comment faire. Donc, on verra après sûrement comment est-ce qu'on peut faire. Mais l'idée, c'est ça, c'est de comprendre qu'on soit père ou coparent, j'insiste, parce qu'on parle beaucoup du modèle hétéronormé, mais il y a d'autres modèles qui existent. Bien sûr, c'est vraiment cette place de le rappeler. Donneur ou donneuse de soins. Merci beaucoup, Cédric. Jean-Louis, pour terminer très rapidement sur le mirroring, cette synchronie, quelle place elle tient dans l'importance du jeu, mais aussi du langage ? On en parlait très rapidement tout à l'heure. Alors, le jeu est vraiment très, très important. C'est l'endroit où on va expérimenter justement cet apprentissage. Donc, c'est le lieu du développement des compétences socio-émotionnelles de l'enfant. Tous les jeux qu'on a l'habitude de faire avec les tout-petits sont des supports à la répétition et à l'apprentissage de la synchronie, mais aussi de ce qu'on a évoqué sur la capacité du parent à donner du sens sur l'expérience. Et ça veut dire que plus l'enfant, quelque part, a de partenaires de jeu, plus il va arriver à se développer facilement aussi ? Alors oui, et progressivement, là encore, il faut le voir sur la trajectoire développementale. Quand il est tout petit, eh bien, il a effectivement des jeux privilégiés avec certains humains familiers. Et puis, progressivement, il va l'élargir. Et puis, il y a ce tournant autour des 18-24 mois, là, où on a
aussi l'apprentissage avec les pairs, qui est père PAIR, qui est très important. Natacha Goubet, si je sors la carte conseil pratique sur le mirroring, qu'est-ce que ça donne ? Dans la vraie vie des parents, le mirroring, c'est ce qu'on entend souvent comme les enfants sont des éponges. Ouais. Les parents disent très souvent les enfants sont des éponges et ils ont souvent des anecdotes, une fin de journée compliquée, des émotions un peu à fleur de peau, et ils ont l'impression que leur enfant a absorbé leurs émotions et que justement la synchronie, elle est un petit peu déséquilibrée. Et donc dans ces cas-là, en atelier, on leur conseille quand ils sentent que les émotions de leur enfant sont presque trop connectées aux leurs, qui ne sont pas les émotions qu'ils ont envie de renvoyer, c'est de basculer justement sur un temps de jeu qui est là un outil presque de résolution de la situation. D'accord. Et d'utiliser le jeu pour se dire, bon, ok, là il fait une colère force 18, ok, j'en ai marre, ok, je suis crevée, c'est la fin de la journée et je ne comprends même pas pourquoi il fait une colère. Ouais. On bascule vers une situation de jeu pour créer une autre forme de lien où on va pouvoir s'émerveiller devant cet enfant qui, il y a 2 minutes, nous faisait tout simplement pester, mais parce qu'il a progressé, parce qu'il veut rentrer en communication, parce qu'il veut sourire, parce qu'il rentre en échange avec ses frères et sœurs, avec son environnement. Et on va se reconnecter à nos propres émotions positives, ce merveilleux petit bébé qu'on a eu à la naissance, et on va rétablir cet effet miroir, cette synchronie, et l'enfant va tout simplement redescendre dans ses émotions et se calquer sur celles des parents. Et le jeu, là, c'est vraiment un outil de synchronie assez facile à mettre en œuvre. Ça fonctionne aussi bien avec la lecture. Oui, parce que j'allais vous demander des exemples. C'est très facile d'utiliser le livre comme un outil de synchronie. On lit, on joue au ballon, on danse aussi, éventuellement. Mais s'il fait beau, on va dehors, on fait une partie de ballon, on chante, on danse, on prend un livre, on lit une histoire en mettant le ton, en mettant la voix. Même s'il est tout petit, il va se calquer sur ces émotions-là et il va pas oublier la raison pour laquelle il était en colère. Non, il va pas du tout oublier. Mais par contre, il va avoir envie de partager autre chose par le biais de cet effet miroir. Et la tension, même la nôtre, en tant que parent, elle va redescendre. Et la relation, elle devient beaucoup plus apaisée. Parce que l'enfant est une éponge, mais l'adulte aussi, on ne l'oublie pas. Et on n'est pas exemplaire, parce que nous aussi, quand on est en colère, ça nous arrive de râler, de pester, de parler un peu plus fort, parfois de claquer une porte ou d'aller prendre l'air en disant « bon, vaut mieux que je prenne l'air parce que sinon ça ne va pas aller ». Si notre enfant faisait ça, on le jugerait de capricieux, on ne l'accepterait pas de lui. Sauf que nous, ça nous arrive aussi de ne pas gérer très bien nos émotions. Donc il faut se dire que cet enfant, il a des émotions plus ou moins faciles à gérer, mais que nous, en co-régulateur, on peut mettre en place un environnement qui va être propice à la régulation de ses émotions et puis lui renvoyer d'autres messages. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Et en un mot, Jean-Louis, à quel âge est-ce que le bébé il est en capacité de mettre, si j'ose dire, une causalité sur son émotion ? C'est quoi, c'est 1 an et demi ? Alors c'est une question importante. On va parler de capacité de mentalisation ou théorie de l'esprit. Cette capacité que va avoir l'enfant à penser que l'autre existe et est différent de moi. 18 mois, 24 mois, premières étapes où on va commencer vraiment à construire un sens de l'identité. Je suis une personne différente de toi, de maman ou de papa. Et donc 18-24 mois, c'est vraiment la période où cette différenciation-là se fait. Merci beaucoup Jean-Louis. Alors j'aimerais qu'on revienne un petit instant sur la période de la grossesse, parce que cette période, elle génère forcément du stress chez la maman, donc des émotions négatives évidemment. Quel est l'impact de ce stress et à partir de quand est-ce que vous préconisez d'y être vigilant ? Nathalie, en un mot ? Alors, un mot. En prénatal, c'est vrai que l'hormone du stress passe la barrière placentaire. Donc, une maman qui vit une situation douce et qui a un quotidien sans stress toxique important, c'est vraiment favorable au bébé à naître. Et puis après la naissance, alors il y a 3 types de stress. Il y a le stress positif, qu'on peut appeler positif, qui nous oblige à nous adapter à notre environnement. Et puis il y a le stress tolérable, et puis il y a le stress toxique, qui là va endommager le cerveau du tout petit si les réponses ne sont pas adaptées, si le stress est trop intense et trop répété. Natacha, est-ce que vous avez une préconisation à nous partager justement sur cet impact du stress pendant la grossesse de la maman ? Alors en fait,
la cigogne, elle fait parfois des trucs un peu bizarres. C'est que quand elle livre un bébé, elle le livre dès la grossesse sans mode d'emploi, avec une boîte à outils qui est vide, et que les parents en devenir vont remplir petit à petit avec leur entourage proche et les professionnels qui les entourent. Et on ne naît pas parent. On le devient. On ne naît pas parent, on le devient. Et dans cette boîte à outils, il y a un outil qui est très précieux et qui permet de détecter très précocement les situations de stress en période prénatale. C'est l'entretien prénatal précoce qui a lieu très tôt dans la grossesse, dès le 4e mois. Et cet entretien, c'est vraiment un moment privilégié pour essayer de détecter très, très, très précocement des situations anxiogènes pour remettre en place des mots MOTS sur des mots MAUX, pour pouvoir aussi, pour les professionnels, dans le jargon, mettre des drapeaux rouges sur des situations qui sont à surveiller de près et à accompagner, du coup de près par des professionnels spécifiquement formés. Et là, on n'est pas du tout dans le domaine du coaching parental, on est dans le domaine psychopathologique, ça relève vraiment d'autres compétences. C'est pris en charge par l'assurance maladie? L'entretien prénatal précoce, oui, il fait partie du parcours de la grossesse. En fait, ce qui est un petit peu difficile au niveau de cette gestion du stress prénatal, c'est que les grossesses en France sont très suivies. On a quand même beaucoup de rendez-vous, mais on suit majoritairement le corps des femmes. Parce que ce corps, c'est une espèce d'écrin dans lequel on va faire grandir ce bébé qu'on a parfois attendu très longtemps. Et il est quand même assez récent qu'on prenne en considération l'état psychologique d'abord de la maman et puis du coparent. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez récent, d'où l'arrivée de l'entretien prénatal précoce. L'idée, c'est pas de se centrer sur ce corps, la mesure de la tension, vous avez pris trop de poids ce mois-ci. Oui, c'est pas un examen médical attention. En fait. Pas du tout. Il est mené par des sages-femmes qui sont formées à cet entretien prénatal. Et en fait, on va aborder vraiment le devenir parent, comment on vit ensemble cette grossesse. Est-ce que j'arrive à me connecter avec ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que je suis en phase avec parfois une fatigue extrême parce que les premiers mois étaient un peu compliqués, qu'on dort mal, qu'il y a des nausées et qu'on n'est plus tout à fait en phase avec soi-même? C'est compliqué. Et donc, à ce moment-là, on a la possibilité d'exprimer ces difficultés-là. Alors, dans la plupart des cas, ça se passe bien et le fait rien que d'en parler, c'est déjà un soulagement. Mais dans certaines situations où justement il y a un stress prénatal qui est très important, il y a toute une grille d'indicateurs qui permettent aux professionnels de se dire qu'il y a un accompagnement vraiment spécifique à mettre en place pour la famille pour éviter justement la dépression du postpartum une fois que bébé sera là et surtout pas laisser passer des signaux d'alerte. Donc vraiment, on invite les parents, la maman, mais aussi le coparent, à verbaliser. Il n'y a pas de petite angoisse, il n'y a pas de petites questions. Il faut le dire, il faut en parler. Et puis, la mise en lien, elle se fait et souvent, elle résout beaucoup de choses en amont. Et tout ça permet de trouver sa place, finalement, c'est ce que vous disiez, en tant que coparent dans cette belle aventure de la parentalité. Exactement. Alors justement, Cédric, qui est avec nous, Cédric Rostin, c'est notre expert en plateau qui va nous parler de son quotidien de papa, précisément. Cédric, tu as une vie professionnelle très riche, mais qui ne t'empêche pas de rester un papa très impliqué. Tu vas nous en parler. Alors, ce qu'il faut préciser quand même, c'est que vous avez 2 enfants avec ta femme, Sarah, qui a 5 ans aujourd'hui, qui a été instruite en famille pendant 2 ans, et Lucas, dont tu nous parlais tout à l'heure, qui est né le 14 février dernier, donc félicitations. Merci. Joli jour pour une arrivée, d'ailleurs, le 14 février, il faut quand même le noter entre nous. Alors, Cédric, pour toi, c'est quoi concrètement être un papa présent au quotidien, Si tu devais définir ton implication aux côtés de ta femme pour la construction de vos enfants aujourd'hui, parce que vous en avez 2, qu'est-ce que ça donnerait? Ce qui me paraît aussi très très important d'assimiler, surtout pour les pères. Pour les coparents, les situations vont être bien entendu très variées aussi. Mais pour les pères, c'est de comprendre qu'en fait, encore une fois, notre sexe et notre genre n'ont aucun intérêt pour l'enfant. On est surtout, avant tout, une figure d'attachement. Par contre, pour nous, il y a quand même un sujet de construction sociale, on ne va pas se mentir les gars. Je crois que tous les hommes qui sont là sont au courant que nous, notre construction émotionnelle, c'est pas forcément évident. Pour citer Hermione Granger dans Harry Potter, on a plus souvent la capacité émotionnelle d'une petite cuillère qu'autre chose, quand on a été éduqués comme des petits garçons à pas pleurer. Et c'est vrai qu'on peut se retrouver à devoir accompagner les émotions de nos enfants. On se retrouve un petit peu dans cette situation où il y a notre enfant qui se noie dans ses émotions, on nous demande d'aller le sauver, mais nous, on ne sait pas nager. Donc c'est ça où c'est très difficile, c'est là où les mid-jours, où les accompagnements sont très très importants. Et donc ce rôle de père, de coparent, d'accompagnant, de soutien,
de donneur de soins, ça passe par là, mais ça passe aussi par se donner du soin à soi-même. Alors ça, c'est pas forcément évident non plus. Ouais. Si je vais un peu plus loin dans ce que tu dis, Cédric, est-ce que ça veut dire que pour toi, la figure paternelle, elle n'est pas forcément représentative de l'autorité, ce qui est très inscrit finalement dans les mentalités? Et je vois que tu rigoles, donc je pense que ça veut dire non à ma question, c'est ça? En fait, si tu veux, le truc, c'est que j'ai écrit ce livre, Tu vas être papa, on en parle dans le podcast, pas patriarcat bien sûr, mais j'ai une BD qui sort au mois de juin qui s'appelle Papa Sapiens, parce que j'ai travaillé sur l'histoire des paternités, mais aussi sous l'angle social. Okay. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, cette figure d'autorité du père, elle nous vient dans l'histoire des paternités, de la puissance, de ce qu'on appelle la puissance paternelle, non pas depuis que notre espèce existe, mais juste depuis en fait qu'on est sédentarisé. Bon, c'était il y a 5000 ans, notre espèce a 300 000 ans. Okay, donc c'est tout petit. Hein. Ouais, de la même manière que ce qu'exprimaient nos experts et expertes sur les émotions, etc., c'est qu'avant tout ça, on était en mode d'alloparentalité. C'est-à-dire que les bébés, en fait, notre espèce est prévue pour avoir plein de figures d'attachement. Et donc, on a cette espèce d'héritage sur la puissance paternelle qui a été malheureusement en France exacerbée, notamment par la psychanalyse beaucoup, où on entend encore dire aujourd'hui que le rôle du père, accrochez-vous, c'est d'incarner la loi et d'intimider l'enfant. Intimider l'enfant, ça veut dire... Intimider, ça veut dire remplir de peur. Oui, c'est ça. Bon, je vois que ça fait rire tout le monde chez les experts et expertes. Donc non, bien évidemment que ce n'est pas notre rôle. Par contre, ce n'est pas forcément évident d'aller lutter contre ces représentations sociales qu'on a encore, ces câblages que nous, on n'a pas eu. Hein, parce que moi, le premier, je n'ai pas honte de le dire, je suis passé par une thérapie pour pouvoir être connecté à mes émotions. Donc ça peut passer par tout ça. Et je pense que c'est important, l'entretien prénatal. Je sais que ce n'est pas toujours le cas, mais ça serait bien que les pères aussi, et les coparents, à plus large spectre, s'y collent aussi, parce qu'il y a des choses à préparer, parce que ne serait-ce qu'accueillir l'immense amour inconditionnel de notre enfant la première fois qu'on croise son regard, ça peut faire peur. Je suis certain que le message est parfaitement passé. Merci beaucoup, Cédric. J'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on évoque un autre sujet, c'est la charge mentale et l'épuisement. Forcément, on allait y venir également aujourd'hui. Alors, Jean-Louis, en tant que parent, quelles sont les alertes qui doivent me faire prendre conscience que l'épuisement commence à être un petit peu risqué ou que je suis sur la voie de l'épuisement? Alors, il y a tout un ensemble de symptômes. L'épuisement, c'est d'abord la perte d'envie. On a un parent qui n'a plus envie, plus de goût pour faire les choses, et donc il s'est mis en mode automatique. Il fait les choses parce qu'il doit les faire. C'est le burn-out en fait, c'est ça? C'est le burn-out. Alors il faut vraiment faire attention à ce qu'on va désigner sous le terme de burn-out et de dépression postpartum. On n'est pas sur exactement la même chose, ouais. Pas de confusion autour de ça. Mais l'épuisement, ça veut dire que je suis submergé par un ensemble de tâches et de contraintes que je me suis mises, aussi par rapport aux représentations que j'ai du bon parent ou du parent idéal. Et donc je me suis épuisé. Et cet épuisement, on en a parlé, c'est aussi parce qu'on est soumis à une représentation, une attente, des messages médiatiques qui nous amènent à imaginer qu'on attend des choses vraiment trop complexes et trop lourdes par rapport à la situation qu'on est en train de traverser. Oui, c'est la représentation qu'on se fait finalement d'être parent et d'être des parents parfaits, alors que la perfection n'existe pas en fait. Exactement. Et cette pression, elle est à la fois sociétale, par rapport à ce qu'on peut lire dans les magazines, les messages qu'on a appris aussi dans nos familles d'origine. Parce que par rapport à ce que mon père ou ma mère m'ont appris dans la façon d'attendre. Et souvent, on a des messages difficiles pour les mères qui ont dit « tu dois faire ça, une mère se doit de faire ça ». Donc l'épuisement, la perte d'envie, et parfois des vrais symptômes avec une tristesse, des pleurs, des réponses émotionnelles qui vont être décalées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut, je dirais, garder de l'espace dans sa vie conjugale et dans sa vie personnelle? Oui, et prendre soin de soi, ça a été dit. Il y a des résultats jolis et inquiétants. Si on regarde les courbes de satisfaction conjugale, on voit effectivement que cette satisfaction conjugale, en fait, elle s'effondre au moment de la naissance ou des naissances. Donc, si tu mesures la qualité de vie du couple, tu vois qu'au moment des naissances, ça se casse la figure. Évidemment. Ouais. Et il faut le savoir, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, ça veut dire que justement, la vie ensemble, la vie conjugale va être modifiée. Et je pense à prendre du plaisir ensemble, pour soi ou dans le couple, la question de la sexualité dans le couple, la question d'autocompassion, prendre soin de soi.
prendre soin de soi, parce que prendre soin de soi, finalement, c'est prendre soin de son bébé. Tout à fait. C'est je prends soin de moi, donc je prends soin de mon enfant. Exactement. On est d'accord. Merci beaucoup Jean-Louis. On rappelle d'ailleurs ce que nous disait Natacha tout à l'heure, l'entretien prénatal, il est là justement, notamment pendant la grossesse, pour détecter des vulnérabilités et justement des états émotionnels et des états de stress un peu compliqués. Cédric, on connaît la charge mentale de la maman, évidemment, on en a beaucoup parlé. La charge mentale du papa, j'ai envie de te demander, un faux ou un tox? Non, c'est quelque chose bien sûr qui existe. Alors, il faut toujours faire ce distinguo quand on parle de charge mentale. On parle souvent de la charge mentale domestique et familiale. Parce qu'en fait, dans les modèles hétéronormés qu'on peut avoir, c'est souvent le père, en tout cas l'homme qui a le revenu le plus élevé du foyer. Les statistiques sont très claires. Mais en fait, aller travailler à l'extérieur, c'est une charge mentale aussi. D'accord, donc il y a une charge mentale globale du foyer. Mais rester tout seul avec bébé, c'est clairement une énorme charge mentale aussi. Pas de débat. Je pense qu'il faut aussi que les pères puissent expérimenter ça, mais ça, c'est un autre sujet. Mais la charge mentale, aujourd'hui, qu'est-ce que nous disent les chiffres? Les chiffres nous disent que la charge mentale domestique et familiale, elle est encore assurée à 72% par les femmes. Et ce chiffre explose à l'arrivée des enfants, puisqu'on est à 81% à l'arrivée du premier enfant, avec aussi des conséquences sur les inégalités salariales, bien sûr. Et à 3 enfants, on arrive plutôt à 87%. On sent chez la mère. Chez la mère, effectivement. Tu vois. Donc, en fait, l'idée, ça va juste... Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas être égalitariste. C'est-à-dire que, bien entendu, que quand on va travailler... je pense 35 heures, mais bon, parfois, même si on est cadre ou même sans être cadre, mon voisin qui est maçon, il fait 60 heures par semaine. Est-ce qu'il peut gérer 50-50 des tâches à la maison alors que sa femme est au foyer? Non, c'est pas ça compliqué. Le sujet. C'est pas ça le sujet. Ouais. Et je pense qu'il faut sortir de cette vision-là. Par contre, il y a un exercice qui d'ailleurs avait été recommandé par Benjamin Muller dans mon podcast. C'était on se pose et on fait une vraie liste de qui fait quoi et à quelle fréquence. Et l'idée, c'est pas de dire j'en fais plus, t'es méchant ou pas. C'est juste de dire moi en fait là ça va pas parce que j'ai trop de tâches. Il y a trop de choses. Ouais. Et d'ailleurs, je vois souvent les conseils qu'on donne aux mères, c'est t'as trop de charge mentale, fais une to-do list. Non. Rien que faire la to-do list, c'est une charge mentale. C'est déjà une charge mentale, c'est ça. Je pense que ça vaut le coup de se poser et après aussi accepter que parfois l'autre n'est pas la réponse. Cédric, sur l'épuisement, tu commençais effectivement à nous en parler. C'est quoi ton retour d'expérience? Est-ce que tu aurais un petit truc à nous partager en plus sur la manière de pouvoir gérer la fatigue? Oui. Avec le deuxième qui est arrivé il y a un mois et demi. Comment gérer la fatigue? Alors déjà, il y a un vrai bon conseil quand c'est le premier bébé. Je sais que ça fait rire beaucoup de gens souvent, mais dors quand bébé dort. Autant que faire se peut. Quand il y a un enfant, faites-le. Quand il y a 2 enfants, c'est mort. C'est fini. La fête est finie parce qu'en fait, il y a l'autre enfant à s'occuper, donc c'est pas possible. Mais vraiment, le sujet, ça va être d'essayer de s'entourer. Premier point, je pense, d'essayer de construire ce village qu'on n'a pas forcément la chance d'avoir autour de nous, mais peut-être qu'on peut en parler aux voisins, aux voisines, les gens qu'on connaît, peut-être même parfois des collègues, et aussi... À des amis aussi? Des amis, bien sûr. Et aussi, point très important, quand les gens sont en visite en postpartum, qui viennent toujours avec un truc à manger, par exemple, un petit plat préparé, qui viennent avec l'idée de venir faire un petit coup de ménage, un petit coup de vaisselle. Parce que souvent, quand on reçoit les gens postpartum, eux, ils sont là, ils ont bébé dans les bras, et puis nous, en plus, on a préparé des trucs pour les recevoir. En fait, on se fatigue encore plus. Évidemment. Et ça, c'est compliqué. C'est Ingrid Baillot, d'ailleurs, qui avait mis sur son site internet un petit chéquier pour le postpartum, en fait, que les parents distribuent en disant, voilà, toi, tu pourras nous aider avec la poubelle, laver la voiture, peu importe, on s'en fout. Mais des choses comme ça, s'alléger au maximum pour que la relation, parce que le mot-clé quand même, c'est relation, que la relation soit au cœur de ce moment qui doit rester un petit peu sacralisé, quoi. Merci beaucoup Cédric pour tout ça. Alors, qu'on se le dise, il y a aussi les fameuses crises chez l'enfant. On l'évoquait très rapidement avec vous, Natacha, tout à l'heure. Alors, ces crises, elles peuvent parfois faire pleurer jusqu'à ce que l'enfant s'épuise lui-même, bien évidemment, c'est une réalité, il ne faut pas se mentir. Ça peut légitimement donner d'ailleurs aux parents un sentiment d'impuissance et c'est tout à fait normal. Natacha, on entend parfois parler de la co-régulation qui sous-entend une espèce de connexion finalement que les parents ont avec leur enfant. Ça fonctionne comment cette co-régulation ?
pas si simplement que ça, même si dans l'idée, c'est comme ça qu'il faudrait que ça fonctionne. Ouais. En fait, quand l'enfant fait une crise, il nous renvoie à une multitude de questions en tant que parent. Déjà, il faut identifier la raison de la crise. Est-ce qu'il pleure parce qu'il est inconfortable, parce qu'il a mal, parce qu'il a faim, parce qu'il est stressé, parce que l'environnement dans lequel il est là tout de suite maintenant, c'est pas un environnement qui lui convient, qui convient à ses besoins au moment où il fait la crise. Et il va essayer aussi de se connecter à nous et à la manière dont on est capable de répondre à cette crise. Et on n'est pas toujours capable de très bien répondre aux crises. Il y a des jours où on est parfaitement posé, disponible, et on va donc parfaitement co-réguler la tempête. Et puis il y a des jours où c'est juste pas possible. Sauf qu'en tant que parent, avec la facilité qu'on a à obtenir des informations maintenant par les réseaux sociaux, par la voisine qui nous a dit qu'il fallait faire comme ça, on est soumis à ce qu'on appelle des injonctions paradoxales, c'est-à-dire qu'on entend tout et son contraire. Et puis qu'au moment de cette crise, la fameuse colère force 18, qui est la pire du monde quand elle est à la caisse du supermarché, on nous dit qu'il ne faut pas montrer qu'on n'est pas content. Mais quand même, on n'est pas trop content de ce qui se passe. En tout cas, ça nous met un petit peu mal à l'aise. Et puis, on a peur du regard des autres. Et puis, on a lu qu'un enfant, il ne fallait pas le laisser trop pleurer. Mais que là, de toute façon, on a beau faire ce qu'on veut, il pleure. Et qu'on culpabilise de ne pas savoir répondre à ses besoins. C'est ce que j'allais vous dire. Il n'y a pas de recette miracle. On fait quoi, du coup ? Alors, moi, je suis maman de 4. Et je ne peux absolument pas répondre à votre question à l'heure à laquelle vous parlez. Et pourtant, j'ai quand même expérimenté 17 ans là, depuis le premier. Mais on fait ce qu'on peut. On fait au mieux de ce qu'on peut dans la situation dans laquelle ça se passe. On est le plus à l'écoute possible, finalement, c'est ça le message ? Alors, on est à l'écoute de son enfant, bien sûr, mais on est à sa propre écoute aussi. Parce que c'est la fameuse expression « les yaka faucons », c'est un peu facile. Forcément. Mais quand on est en situation de crise ou à un endroit ou à un moment qui n'est pas du tout approprié, on oublie ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et on répond de manière un petit peu instinctive. Donc moi, ce que je conseille aux parents quand ils sont en difficulté par rapport à des crises qui pourraient être répétées, et on sait qu'il y a certains âges de la vie des enfants où elles sont un petit peu plus ou fréquentes ou, on va dire... intense ou en tout cas en intensité sonore à la limite du tolérable. Oui, on ne conseille pas aux parents de laisser pleurer un enfant, on est d'accord. Par contre, si on sent qu'on est débordé par ses propres émotions, c'est pas grave de se quitter la pièce, d'aller prendre un bol d'air, de crier, d'écouter une chanson, mais de sortir de la situation. On se détache de la situation. Oui, absolument. Ouais. Parce qu'il faut se reconnecter à soi pour pouvoir se reconnecter et co-réguler la situation avec l'enfant. Sinon, ce qu'on risque de faire, c'est de museler toutes nos propres émotions pour essayer de comprendre les émotions de cet enfant qui, au final, ne comprend pas non plus lui-même ce qui se passe. Et on monte dans les tours. Ouais. Et c'est une escalade qui va faire que la réponse à la fin, elle ne sera pas appropriée, ni pour lui, ni pour nous. Et souvent, on le regarde pleurer et il nous regarde pleurer. Ça ne sert à rien. Évidemment. Ouais. Donc, quand on a la chance d'avoir un coparent et qu'il est présent au moment de la crise, c'est le moment de passer la main, même si on sait que les mamans ont beaucoup de mal à passer la main au papa. Et ça, c'est culturel, hein, je te rejoins. On veut de l'aide, mais on a quand même du mal à en demander. Quand on est tout seul, on quitte la pièce, c'est tout. Pas 3 heures, hein, j'entends bien. Mais on quitte la pièce, on laisse retomber un petit peu les émotions, on se reconnecte à des émotions positives, on essaye de se rappeler du premier regard, du moment où on a posé ce bébé sur notre ventre et puis qu'on a été envahi de « waouh, c'est moi qui ai fait ça, c'est incroyable ». Et puis du coup, on va ressentir des choses vraiment positives. Hein, on va inhiber un petit peu le niveau de stress et on va être un petit peu plus calé pour aller affronter la tempête. Cédric, très vite. Ouais, je voulais juste donner un tips de Mélanie Bilodeau, qui est une psychoéducatrice québécoise que j'avais reçue, par rapport à agir quand on voit que l'autre parent va pas bien. Ouais. En fait, c'est de dire « je crois que tu as un appel ». Mais ça c'est génial parce qu'en fait ça permet de stopper l'autre parent dans sa montée en pression, et en plus ça permet à l'autre parent de dire attends, ok, elle me dit ça parce que ça va pas, est-ce que je suis capable de gérer ou pas? Donc on peut répondre non mais c'est bon, ou sinon ok, je prends l'appel, et on peut même assister, non mais je crois que c'est très urgent là. Des petits tips comme ça, c'est bon à prendre, c'est cadeau. Merci beaucoup Cédric pour ce partage, effectivement. Nathalie, est-ce que ça pose pas aussi la question de l'environnement dans lequel l'enfant doit évoluer? Oui, certainement. Moi, je voudrais quand même ajouter que quand un bébé pleure, c'est qu'il a un besoin. Ouais. Oui, il ne pleure pas sans raison. Un bébé, il ne peut pas répondre tout seul à ses besoins.
Et notre rôle, notre mission, c'est d'y répondre de façon inconditionnelle et le plus rapide possible. Donc après, si on peut passer le relais, parce qu'on ne peut pas, on le fait. Mais si un bébé pleure et qu'on n'apporte pas de réponse immédiate, il va pleurer à nouveau, il va finir par apprendre le désespoir. C'est-à-dire que personne n'est capable de répondre à ses besoins. Ça, c'est super important. C'est pas un pleur caprice. Le caprice n'existe pas. Un pleur, c'est derrière un pleur, il y a un besoin. Merci pour cette précision, Nathalie. Alors, sur l'environnement du bébé, dans quel environnement le bébé est-ce qu'il doit évoluer, j'allais dire idéalement en tout cas? L'environnement du bébé, c'est l'environnement des parents. C'est vrai qu'on va forcément instinctivement l'aménager. Ouais. Mais considérer que de la période in utero à la naissance, si on peut garder une sorte de stabilité dans l'environnement, c'est très rassurant pour la sécurité affective du bébé, c'est important. Par exemple, le bruit. L'oreille est très sensible in utero. Le filtre de la paroi utérine n'est pas finalement très, très puissant. Hein. Et il entend les bruits internes et les bruits externes, un peu atténués. Mais imaginez qu'un bébé qui a pendant 9 mois, à partir du 6e mois in utero, hein, l'oreille commence à bien se former, qu'on le mette au bout de la maison dans le silence, ça c'est très très insécurisant pour un enfant. Donc dans l'environnement, bien penser à ce passage de la période in utero après la naissance, c'est-à-dire si on peut maintenir un environnement avec de la similitude, en tout cas sensorielle. Un peu cocooning en fait, c'est ça vous diriez? Oui, ouais. Les sons, mais aussi l'environnement du bébé, c'est d'abord son parent. Le pot à pot, c'est fondamental parce qu'avec le pot à pot, il va continuer à entendre les pulsations du cœur, mais aussi sentir la peau, l'odeur du parent, du coparent. Et puis l'environnement, évidemment, on va pas exposer le bébé à un bruit très intense. On va éviter d'aller à certains endroits quand un tout petit vient de naître. Oui, on évite la surstimulation, le bruit, ce genre de choses. Exactement. Et ça fait partie de l'environnement. Mais je pense que soi-même, on n'en a pas forcément tellement besoin non plus. Donc l'environnement du bébé, c'est l'environnement du parent. Et le parent est la base de sécurité affective. Les parents sont la base de sécurité affective de leur bébé. C'est l'environnement proche du bébé. Justement, Natacha, quid des parents? Pour rebondir sur ce que dit Nathalie, est-ce que les parents, il leur faut également un environnement le plus calme possible? Au bout d'un moment, ils vont en avoir envie, oui. Les parents sont comme leur enfant, ils ont besoin d'un environnement stable. Il n'y a pas d'environnement idéal, il y a l'environnement qui nous convient. Dire qu'on pourrait envisager un environnement idéal pour des parents comme pour un enfant, ce serait ça pourrait même être culpabilisant parce qu'on ne choisit pas forcément l'environnement dans lequel on évolue. Parfois, il est plus ou moins favorable à notre propre épanouissement, à l'accueil d'un enfant. Et l'idée, c'est de réussir à exploiter toutes les ressources de notre environnement, quel qu'il soit. Et quand on est en défaut de ressources dans notre environnement, être en capacité d'aller les chercher à l'extérieur. Et nous, spontanément, en tant qu'adulte, en tant qu'être humain, on a tendance à aller chercher des environnements qui nous conviennent. Quand vous êtes dans un environnement extrêmement bruyant et que ça vous dérange, spontanément, vous allez quitter la pièce si vous le pouvez, ou aller chercher un environnement plus feutré. Quand vous êtes dans un environnement par exemple très stressant, vous allez intérieurement essayer de vous connecter à des situations qui vous apaisent, à vous réguler avec votre respiration ou des choses comme ça. S'imaginer sur une plage. Mais ça marche un temps. On est d'accord. Mais c'est vraiment la stabilité de l'environnement qui va faire qu'on va être capable de s'y adapter et de s'y référer. Parce qu'on a besoin de repères et que ces repères, ça fait un peu de charge mentale en moins pour pouvoir faire face aux situations. La stabilité émotionnelle. S'il y a de la violence autour de l'enfant, je pense à l'alliance parentale. Ça, c'est vraiment les travaux du professeur Antoine Guédenay. L'entente entre les parents fait la stabilité du bébé. C'est le simple fait d'entendre de la maltraitance autour de lui. C'est
Oui, c'est lui, il le apparenté à de reçoit, la bien maltraitance qu'il reçoit Bien lui. sûr, bien sûr. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors pour finir, je vais vous proposer de me donner chacune et chacun, en une phrase, un conseil à donner aux parents. Natacha, tout d'abord. Faites-vous confiance et n'hésitez pas à aller taper à la porte d'à côté. On est tout un village autour de vous. Cédric? Moi, je vais m'adresser particulièrement aux pères, aux coparents, mais pour une décision conjointe, c'est prenez votre congé paternité. Prenez-le, c'est hyper important de le prendre. Et avec une petite astuce, alors si vous pouvez en prendre plus, faites-le. Je sais que financièrement, ça peut être compliqué, mais parfois, il y a des solutions qu'on n'imagine pas. Prenez votre congé paternité et autant que faire se peut, comme il est scindable, prenez au moins une semaine seul avec l'enfant à la reprise de travail de la mère. Ça va sécuriser la mère dans ses émotions parce qu'elle va laisser l'enfant au père et surtout, ça va vous laisser seul avec l'enfant, en autonomie, la montée en compétences va être géniale et jamais vous dire à quelqu'un oh, « ça va, t'as passé la journée avec bébé, moi je suis allé bosser ». Merci Cédric. Jean-Louis? Je donnerai un conseil sur la relation. Quel que soit l'environnement, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent, plein d'objets, plein de choses. Ce qui est au cœur, c'est vraiment la relation que je suis en train de tisser. Et je peux faire des jeux très simples, passer du temps et faire des choses très simples. Ce qui va être le cœur, c'est d'être en relation avec ce bébé. Et Nathalie, pour finir? Alors, pas de conseils, parce que je pense que les parents sont en capacité de grandir dans leur pouvoir d'agir. Mais je suis d'accord avec, avec tout, mais surtout du temps de qualité avec votre bébé. Je voudrais juste dire un petit mot sur le sourire social. Le sourire est musculaire chez le bébé in utero et jusqu'à à peu près 1 mois et demi, 2 mois de vie. À partir du moment où on s'intéresse au bébé, on ne parle pas au bébé, on parle avec le bébé. On l'a vu tout à l'heure, on parle avec le bébé, on engage un dialogue, on laisse passer des silences, il y a le langage non verbal. Et dès lors que cette interaction engendre du plaisir partagé entre le bébé et le parent, eh bien, le sourire volontaire intervient. Et là, c'est toute la... Enfin, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et cette qualité de la relation, c'est le socle de la maison que vous allez bâtir avec ce bébé. Et ça va être durable. C'est des moments qui sont incompressibles et indispensables. Pour terminer, effectivement, sur la métaphore de la maison, merci beaucoup Nathalie. Et puis, je me permets également, pour être vraiment complet, même si on l'a dit, on arrête de se mettre une pression inutile, s'il vous plaît. On reste bienveillant avec soi-même, c'est essentiel. Et on l'a bien compris grâce à vous 4. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Merci pour ces échanges. La Massif, c'est vous.